On va parler aujourd'hui dans cette page internationale, refaire un point sur la situation des migrants en Tunisie, ce qui va nous amener évidemment en Tunisie, mais en Libye, la frontière avec l'Algérie également, au Niger, qui justement fera l'objet d'un autre sujet et eu état de la situation qu'il y a actuellement là-bas. Et on va commencer avec un article de Nejma Brahim qui est paru hier soir. Comment peut-on continuer à vivre en sachant qu'elles ne sont plus ? Crépin, Mbengue et Bilo ne gardent plus que le souvenir terrible de leurs photos en tête, diffusées ça et là par des ONG et quelques voix indignées par le sort que l'on réserve aux exilés. Surtout avec le président actuel et son virage autoritaire / raciste, Kais Saied, qui parle de grands remplacements civilisationnels, etc. On pouvait voir Matila, aussi surnommée Fatih, allongée, alors ils expliqueront pourquoi surnommée Fatih, allongée sur le sable face contre terre, reposant auprès de sa fille, Marie. L'homme ne pouvait imaginer une seconde que sa compagne et sa fille perdraient la vie ainsi, emportées par les frontières. On avait réagi, comme tout le monde, à cette photo qui avait fait le tour des rédactions la semaine dernière. Et ben on en sait un peu plus maintenant. Il pensait même les sauver ce dimanche 16 juillet où tout a basculé. Je n'avais plus la force. Je respirais à peine, chuchote-t-il, lorsque nous le contactons par téléphone. Pour les sauver, je leur ai dit de partir et de me laisser là. Alors oui, ça paraît étonnant, mais du coup c'est le père qui, le premier, s'est retrouvé sans énergie. Peut-être qu'il a laissé, je sais pas si, je crois qu'ils avaient ni eau ni nourriture. J'allais dire qu'il a laissé l'eau et la nourriture à sa femme et à sa fille. Et du coup c'est comme ça, et paradoxalement, il pensait que lui allait mourir, mais que en se sacrifiant et en restant dans le désert, en disant voilà je vous ralentis, continuez sans moi, que lui allait mourir et elle allait survivre. C'est malheureusement l'inverse qui s'est passé. C'est la dernière fois qu'il les verra. Ce jour-là, Crépin, Matila et Marie, que vous voyez en photo ici, ont été abandonnés dans le désert entre la Tunisie et la Libye, sans eau ni nourriture, comme des centaines d'autres subsahariennes et sahariens l'ont été depuis le début du mois de juillet. L'exilé camerounais en ignore toujours la raison. Les raisons, malheureusement, qu'on a évoquées, les discours de Kais Saied, les accords de, je sais plus, 205 millions d'euros qui ont été négociés avec Giorgia Meloni et Van der Leyen, donc pour l'Italie et l'Union Européenne, pour, en fait, délocaliser la gestion des migrants, littéralement, l'externaliser. À Mediapart, il raconte comment le couple a décidé de rejoindre la Tunisie le 13 juillet pour garantir un avenir sûr et une éducation adéquate à leur fille, après 5 tentatives ratées de la Méditerranée depuis la Libye. Ils nourrissaient l'espoir de s'y installer, venant renforcer les rangs de l'immigration africaine déjà présente dans le pays. Mais sans le savoir, donc en Tunisie, leur projet s'inscrit dans un contexte extrêmement répressif à l'endroit des subsahariens, notamment ceux présents à Sfax, la ville côtière duquel ceux qui tentent la traversée par la Méditerranée, par exemple pour rejoindre Lampedusa, qui est à 150 km des côtes, malheureusement on avait un nombre record de corps retrouvés sur les plages de Sfax là, ces derniers mois. Où des tensions ont éclaté début juillet, menant au décès d'un Tunisien et une véritable chasse aux noirs. C'est l'expression qui est utilisée. Et nous avons un nouvel abonné sur YouTube, c'est pour ça que ça clignote. Il faudra que je vire ça. ONG et chercheurs ont documenté une série de déportations organisées par les autorités tunisiennes qui auraient concerné plus d'un millier de personnes à ce jour. On peut parler de déportation, c'est sur des critères ethniques, des déplacements forcés de populations entières. Ça rentre dans la définition. Et en plus, à l'issue, globalement, c'est quand même la mort de ces personnes qui est recherchée. Après avoir été refoulée une première fois, la famille parvient à traverser la frontière tuniso-libyenne dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 juillet. On a ensuite marché jusqu'à la ville de Ben Gardan, une ville côtière à l'est de la Tunisie. À leur arrivée près d'une mosquée, où ils croisent une habitante à qui ils demandent de l'aide, une patrouille de police déboule et leur ordonne de monter à bord du véhicule. Matila, qui souffre de crampes menstruelles, demande d'aller à l'hôpital. Alors, c'est pas du spoiler, c'est pas ce qui va se passer. Au lieu de ça, ils nous ont amenés au poste de police près du désert. Ils ont frappé tous les hommes, pris mon téléphone et notre argent, relate Crépin. Et ça, vous allez voir, c'est un mode opératoire qui est systématique, c'est pas juste arrivé à cette famille. Ils passent la nuit de samedi à dimanche dans la cour, couchés à même le sol, sur le sable et entourés de chiens de garde. Terme de droits humains, c'est pas ouf. Dimanche matin, la famille voit un premier groupe d'exilés contraints de monter à bord d'un fourgon. Notre tour est venu ensuite, c'est là qu'ils nous ont abandonnés dans le désert. La famille marche, encore et encore, submergée par la fatigue, la soif et l'excès de chaleur.
Ouais, c'est des températures de plus de 50 degrés la journée et puis en plus avec une hygrométrie qui fait que au bout de quelques minutes, vous avez déjà la sensation d'une déshydratation extrême. Crépin s'écroule, trop affaibli pour continuer. Alors, toutes les trigger warnings qui s'imposent, il n'y aura que des situations dures qui vont être abordées. Ce sera sûrement pas monétisé comme rediff, mais nique. Mathilda était si assoiffée, donc la mère, qu'elle a demandé à la petite d'uriner dans sa bouche. Mais Marie n'a pas pu car elle était complètement déshydratée. T'imagines le niveau de désespoir, mais même ça, ça ne marche plus. T'es au-delà de ce désespoir. Ils n'ont alors pas bu une goutte d'eau depuis 24 heures. Oui, tu peux tenir plusieurs jours sans manger. Déjà un jour sans boire, c'est très compliqué. Surtout dans le désert. Je ne pouvais plus avancer, je ne pouvais pas les forcer à rester avec moi. Je leur ai dit, si Dieu veut, on se retrouvera en Libye. Parce qu'à la base, c'était là-bas qu'ils s'étaient installés en pensant qu'en Tunisie, ça irait mieux. La Libye a tellement de problèmes, ça s'est jamais stabilisé. Il y a un gouvernement depuis 2021, mais qui a tenu quelques mois, qui reste encore en intérim. Mais la Libye est au bord de la partition. Les migrants là-bas, il y aurait des marchés aux esclaves là-bas, dans lesquels les êtres humains se négocieraient entre 180 et 240 euros. Donc, je comprends qu'on veuille en partir. Elles doivent rejoindre un groupe d'exilés, abandonnés eux aussi dans le désert et qu'elles aperçoivent au loin. Mathilda échange par téléphone sur WhatsApp avec un ancien voisin, jusqu'à 5h50, lundi 17 juillet, puis plus rien. La position dans laquelle elles ont été retrouvées laisse penser à Crépin qu'elles se sont endormies et que Mathilda s'est éteinte avant Marie. T'imagines la fille qui... Bah, je fais quoi maintenant? Mon père s'est écroulé, ma mère s'est écroulée. Je vais pas avancer toute seule. De toute façon, elle avait sûrement déjà elle-même plus la force. Je sais pas par contre comment il détermine qui est décédé en premier à l'aide de cette position, mais c'est... Il les connaissait mieux que nous. Elles devaient être épuisées, elles ont dû s'allonger sur le sable, confie-t-il. Marie a dû poser sa main sur sa mère en voyant qu'elle ne réagissait plus. Ah, c'est ça qui... Tant de scénarios et de suppositions. Tant de questions restées en suspens. Où sont passés leurs corps? Ont-elles été enterrées et dans quelles conditions? Pourra-t-il un jour se recueillir sur leur tombe? Salut Zeppo. Salut Svartman, Marie-Virginie. Salut tout le monde. Il paraît qu'on est des droitards. Ah, ouais, je connais un endroit où... Enfin, il y a des gens, ils nous traitent de fachos, visiblement. Vu que des fois, il y a des fachos sur le chat, ça c'est vrai. Mais du coup, je deviens un facho, il paraît. Cette fameuse photo, d'abord publiée sur une page Facebook d'actualité sur la Libye, traduit selon lui le désespoir. Elles n'ont finalement pas réussi à rattraper le groupe, qu'elles voyaient au loin. Elles n'ont pas croisé la route des gardes frontières, qui auraient pu la sauver, et elles n'ont pas trouvé d'eau. Donc là, une autre photo de Mathilda avec la même robe, justement, c'est grâce à ça qu'il a pu faire formellement identifier sa femme. Quand je pense qu'une simple bouteille d'eau aurait pu les sauver, en voyant la photo, j'ai été obligé de reconnaître leur décès, mais je n'arrive toujours pas à l'admettre. J'attends que Mathilda m'appelle au téléphone, qu'elle vienne me retrouver. Après avoir perdu connaissance dans le désert, Crépin dit s'être réveillé une fois la nuit tombée. Il aura rêvé ou halluciné avoir trouvé 5 litres d'eau et les avoir bu d'une traite. Merci Parleur pour le follow. C'est clair qu'en plein désert, quelle est la probabilité de tomber sur 5 litres d'eau comme ça? Bon, oh, je laisse ça au cas où pour quelqu'un. Ce serait bien, hein. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais ça m'a donné la force de me relever. Le trentenaire aperçoit alors 2 ombres, marchant elles aussi dans la pénombre. 2 Soudanais déportés également qui lui offrent une bouteille d'eau. Ils finissent leur route ensemble jusqu'en Libye où ils pénètrent au petit matin, profitant de l'heure de la prière et d'un moment d'inattention chez les gardes frontières. Ah là, ils cherchaient plus à les éviter. Puis croisent un fermier qui accepte de les déposer à Zouara, où Crépin vivait avec Mathilda et leur fille. Je suis allé chez nous persuadé que je les trouverais là-bas. Sans nouvelles de leur part, ils pensent d'abord qu'elles ont été arrêtées dans le désert et emprisonnées. Au bout de 2 jours, un ami de la famille l'appelle et lui demande de venir en urgence. Mais c'est ça en plus qui est le pire, c'est qu'on va voir que ce soit du côté libyen à l'est ou du côté algérien à l'ouest, en fait, si les autorités de là-bas te chopent, tu te fais au mieux dégager. Et sauf qu'en fait, tout le monde te dégage des 2 côtés de la frontière. Tu fais quoi? Quelle est la solution pour ces gens-là? Alors, on va voir que même quand ils veulent, en désespoir de cause, bon bah tant pis, on va retourner d'où on vient. Et en fait, même là, c'est compliqué. Au bout de 2 semaines, un ami de la famille l'appelle et lui demande de venir en urgence. Il avait vu la photo et avait cru reconnaître Marie. Il m'a demandé de m'asseoir et d'être fort pour ce que j'allais voir.
J'ai tout de suite reconnu la robe jaune de Mathila, celle-ci. Et ma petite Marie, s'effondre-t-il au téléphone. Cette image le hantera toute sa vie. Tu m'étonnes, t'imagines. Déjà, survivre à la mort de ton enfant, déjà de ta femme, c'est très compliqué, surtout aussi jeune. La mort de ton enfant, c'est encore plus horrible. Et l'apprendre comme ça. L'homme avait des tonnes de photos d'elle perdues lorsque son téléphone lui a été confisqué par les Tunisiens, souvenez-vous. Mais en fouillant sur son compte Google, il retrouve une photo de sa femme vêtue de cette même robe jaune. C'est ce qui permet à l'ONG Refugees in Libya d'identifier formellement les deux victimes. Celle-ci lui a depuis trouvé un logement plus sûr, quelque part en Libye. Bah, plus sûr du coup étant donné les conditions, mais c'est pas une petite précaution. Crépin dit avoir été menacé par téléphone après avoir livré son récit à la presse une première fois. Lire l'article du coup qui met en pièce jointe d'AP News. Il est atroce cet article. Oui, il est atroce, mais je pense que c'est important de... Surtout qu'on a tous vu ces images. Est-ce que il faut que ça reste juste deux corps anonymes, sans histoire, sans nom, sans histoire, sans passé? Juste une image d'illustration? Et puis, sans parler de toutes les personnes qui n'ont pas eu d'image d'illustration, mais qui ont vécu le même sort, ou pire. Il rencontre Mathila pour la première fois. Des fois, il y en a qui se font... je sais pas si on le dira dans l'article de tout à l'heure. Merci pour le follow. Cousset de Cousse, j'imagine. Il y a une personne voilà, qui était restée au pays et qui prenait de temps en temps des nouvelles de son fils. Et là, ça faisait plusieurs jours qu'elle n'avait pas de nouvelles. Et à un moment, quelqu'un finit par lui répondre et lui dire en arabe: non mais c'est bon, ton fils, on l'a déjà tué. Arrête d'appeler. Comme façon de la prendre aussi. Ah, c'est pas le désert qui les a tués, là, ils ont été directement tués. Alors comment ils se connaissaient, comment ils se sont rencontrés? Bah on a un peu leur histoire. Il rencontre Mathila pour la première fois à son arrivée en Libye, justement, en 2016. Alors que son parcours migratoire, en plus en 2016, c'était ouais, c'est là où il y a eu un premier gouvernement et en fait, ils n'ont jamais réussi à... parce qu'il y a le Cyrénaïque, Tripolitaine, il y a le Grand Sud, enfin c'est un bordel. Un bordel que la France a foutu, hein, partiellement. Je dis pas qu'avant la situation était idyllique, mais c'est quand même principalement la France, sur le coup. Hein. Donc il la rencontre en Libye en 2016, alors que son parcours migratoire le mène jusque-là un peu par hasard. J'ai quitté Bouéa au Cameroun, quand la région était en pro-sécessionniste et qu'ils voulaient m'enrôler avec eux. Ils ont tué ma grande sœur parce que j'ai refusé. C'est ça aussi les situations que les gens fuient, hein. Facile de dire: oh bah non, bah on n'a pas envie de... Ouais, les migrants ça fait chier. Ouais, bah tu veux les renvoyer où? Tu veux les renvoyer dans un pays qui est coupé en deux avec des sécessionnistes, parce que c'est les régions anglophones du Cameroun qui voulaient, et je crois qui ont fait partiellement sécession, que dans les tribunaux et les écoles ce soit la langue anglaise, et d'autres choses, hein, évidemment, avoir le pouvoir, etc. Donc lui il était juste en mode: non mais moi je veux pas être dans vos bails. Bah tiens, on bute ta sœur. Bon, t'as pas envie de revenir là-bas, hein? Comprends que t'aies envie de quitter un pays comme ça, qui est en pleine guerre civile et t'as déjà eu des morts dans ta famille. On a encore une photo du couple et de leur enfant, un petit peu plus flou cette fois, en Libye. Crépin atterrit au Campo, près de Tripoli, la capitale, un lieu où sont cachés les migrants dans l'attente de leur traversée de la Méditerranée. Au milieu d'une majorité d'anglophones, il repère Mathila, avec qui il noue des liens pour se serrer les coudes. Elle vient de Côte d'Ivoire, pays qu'elle a fui en même temps qu'une vie compliquée. On aura moins de détails. On y a passé quelques semaines et on y a conçu Marie. Après leur tentative ratée de traverser, ils sont tous deux emprisonnés, l'un à Beni Walid, l'autre à Sébrata. Crépin la retrouve via Facebook et découvre qu'elle est enceinte. La retrouve, plutôt que découvre. Donc, oui, du coup, ils avaient conçu Marie à ce moment-là, mais c'était pas spécialement prévu, mais c'était un événement en tout cas heureux. Ils gardent le bébé, heureux de fonder une famille. Et Mathila accouche en mars 2017. Pour être mieux acceptée en Libye, elle emprunte un nom à consonance arabe, Fatima ou Fati, d'où son pseudo. Enfin, son surnom. Elle rêve d'ouvrir un restaurant qu'elle nommerait l'Abidjanaise, mais gagne sa vie en attendant en faisant le ménage chez des Libyens. Crépin est peintre quand l'occasion se présente dans le BTP. Marie grandit sans pouvoir être scolarisée. On n'a jamais réussi à traverser. On a choisi d'aller en Tunisie en pensant que ce serait mieux qu'ici. Ironie tragique du sort, hein. Mais au Maghreb, résume-t-il, la vie des Noirs ne compte pas.
Et c'est sûrement pas arrangé avec Case Side, c'est surtout ça quoi aussi, hein. Enfin, je sais pas la situation dont on partait, mais si seulement leur histoire pouvait mettre en lumière cette réalité-là. Mathilda, 30 ans, et Marie, 6 ans, sont mortes pour rien, estime-t-il, gratuitement. Lui affirme être mort de l'intérieur, hein. Mon corps est là, mais mon esprit s'est éteint. Avant-hier, une femme l'a appelé pour lui annoncer que Mathilda et Marie auraient été enterrées par les forces de sécurité libyennes à Al-Jmaïl, en périphérie de Zouara. Un commandant m'a recontacté ensuite pour me demander si je voulais leur rendre visite. Il devait me proposer une date, mais je n'ai plus de nouvelles. Il n'attend plus que ça, pour être sûr qu'elle repose en paix, quelque part. Ah, pour faire ton deuil, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Je sais pas si Aurélien, t'as déjà une première réaction, si on a du monde avec nous. On a Aska avec nous qui nous a rejoint. Aska, peut-être une première réaction avant qu'on passe au second article sur le même sujet. Et bonjour. Et salut, Ça va, tu m'entends bien? Je t'entends bien. Ok. Bon, déjà, je suis petite forme. Je sais pas si tu te rappelles, l'autre jour, j'allais chez le veto avec mon chien. Ouais. Et ben, je suis un peu partagé sur comment l'article est. Comment il s'exprime, je sais pas comment le dire. Ouais, Parce qu'il y a comment il un angle. peu. Comment il langue, parce qu'il y a un peu le côté. Il y a deux façons de faire en sorte qu'on n'en ait plus rien à foutre des gens qui crèvent de cette façon-là. Les laisser crever loin. C'est soit les faire crever hors dehors de notre vue. Et c'est pour ça qu'il y a les prisons bateaux qui sont en train de se mettre en place, parce qu'ils anticipent le fait qu'il va y en avoir des plats taqués dans tous les sens. Et de l'autre côté, c'est en faire du porn et en parler grassement avec plein de détails partout, tout le temps, de sorte à vraiment que les gens y soient plus sensibles à force d'en entendre parler, tu vois. Et c'est pour ça que je suis pas, j'ai pas un avis Est-ce tranché. qu'une telle souffrance, elle est nécessaire à montrer, ou est-ce qu'elle est indécente? Bah, je suis partagé. C'est pour ça que, par exemple, tu vois, le côté la gamine qui urine dans la bouche de sa mère, d'un côté, c'est important de le dire parce que, ouais, ça te donne une idée d'à quel point Ouais, c'est atroce. t'en es là pour, Mais, en termes de survie, un moment, quoi. mais de l'autre côté, ce qu'on sait sur l'être humain et son cerveau, c'est qu'à la 10e histoire que tu auras eu comme ça, t'en auras plus rien à foutre, en fait. Et ça c'est une réalité psychologique à laquelle il faut faire avec, tu vois. Donc Quelle sera la solution idéale dans le traitement? Bah, je sais pas, j'ai pas de solution idéale à proposer, juste à la limite qu'on garde cette information en tête. Rien que le fait qu'on ait cette information en tête, d'ailleurs en parlant, ça me fait penser à Horizon Gull, mais le fait d'avoir conscience de ces biais cognitifs et d'avoir conscience qu'il y en a, etc., déjà c'est une bonne chose par rapport au fait de pas devenir insensible. Parce que par exemple, je sais que les droits tardés, ils ont une consommation abusée de contenu vidéo et audio où tu vois des personnes typées racisées en train de casser la gueule à des petits blancs. Et ils adorent aussi mater du contenu de justice où tu vois des commerçants, etc., de justice avec des gros guillemets, hein, où tu vois des commerçants et des policiers ouvrir le feu et buter des personnes, ouais. voilà, de policiers qui butent des racisés en mode, peu importe d'où ça vient du coin du monde, du moment que c'est des Arabes qui sont butés, ils publient ça, etc. Ce qui fait que pour eux, dans leur cerveau et dans leur biais cognitif, quand tu leur montres ces photos-là, en fait, eux, ils voient des noirs morts et à la limite, ce n'est que le noir de plus qu'ils auront vu mort dans leur semaine où ils en auront vu 70, si tu veux. Donc nous, en tant que gauchistes, ça nous impacte. Oui, les voir dire des choses audio, au moins, voilà, ça les affiche bien, ça affiche bien l'idéologie que représentent ces gens-là pour les personnes qui disent « Oh, l'extrême droite, ça veut plus rien dire ». Bah si, ça veut dire ça. Clairement, même en voyant ça, qui continuent d'avoir des propos inhumains. Ouais, bah après... Parce que vous les votez et ne serait-ce que donnez-leur à des gens comme ça. Le problème, c'est que ça reste Twitter, quoi. Enfin, ça reste Twitter, ça reste les réseaux sociaux où il y a finalement très peu de gens, tu vois. C'est vraiment, j'ai envie de dire, les politiques et les gens de très terminali Internet et les autres qui sont dessus. Et je pense que la masse, en fait, ils s'en foutent, mais ils ont leur vie, tu vois. Ils sortent, ils voient leurs potes, etc. Ils rentrent chez eux, ils ont des choses à faire de ça, tu vois. Donc voilà, j'ai pas d'avis ultra tranché, mais tout ce genre d'informations à partager sur Seg, il te répond. La réalité, quoi. Ouais, voilà, c'est tout. Seg, il te répond, ce qui rend insensible, c'est de maltraiter l'information, pas l'information. Bah ouais, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. L'information, t'as plusieurs façons de la donner, et quand
Puis on sait que l'être humain, si tu lui montres avoir encore des images horribles, au bout d'un moment, il devient insensible, quoi. Bah moi ça m'a pas rendu, en tout cas ça m'a pas rendu plus insensible. Avant c'était juste une photo où c'était une photo dure. Maintenant tu sais qui, voilà, c'est pas juste deux corps anonymes décédés dans un désert. C'est une histoire, c'est des noms, c'est des projets qui ne verront jamais le jour. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord, sauf que moi, l'impression que j'ai, enfin ce que je crois savoir, c'est que c'est 2 parmi des milliers, et ça sera 2 parmi des centaines de milliers, sans doute dans les années à venir, parce que malheureusement, ça va vouer à s'amplifier de ouf, et donc on va sans doute être saturé, inondé d'histoires comme ça, avec des noms, des visages, etc. Et est-ce qu'on va pas, et j'ai Entre le peur que contexte économique, géopolitique et climatique, oui, les migrations elles voilà, vont pas s'arrêter, hein. j'ai peur que ça Donc nous qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met insensibilise juste de des manière. miradors, des barbelés, et on tire sur les gens? Ou est-ce qu'on donne les mitraillettes directement à des pays du Maghreb pour qu'ils tirent sur les autres? Bah, faudrait pas que nous, en tant que Français chez nous, on se contente juste d'entendre Parce que ces là, c'est ça histoires et l'alternative pour l'instant, hein. s'arrêter là, quoi. Bah oui, mais c'est l'alternative, c'est juste d'entendre parler de leurs histoires et qu'on se dise, bah, on a entendu parler d'eux, du coup, quelque part, on a fait ce que nous, on pouvait faire. C'est un problème aussi, tu vois. Moi, Je j'ai pense quelques que solutions. dans les décisions et les votes que tu as derrière aussi, tu as ce genre d'histoire aussi en tête, quoi. Aurélien, Vous m'entendez bien, juste pour on savoir? Ouais, t'entend ça bien. va. Ce que je voulais dire, moi, c'est que déjà, on est des tiers de fils de pute en Europe, hein, Fils de première programme. chose à dire. Ouais, non, mais moi, tu sais que je prends pas je prends pas de gants. Il me semble que chaque année, on donne plusieurs milliards d'euros, enfin, au moins 1 milliard d'euros, quand tu cumules ce qu'on donne à la Turquie, à la Tunisie et à d'autres pays comme ça. Déjà, c'est de l'argent qui sort pour arrêter les migrants et les empêcher de traverser. Mais attendez, cet argent ne serait pas mieux investi dans les pays d'Afrique et tout, pour, je sais pas, améliorer les conditions. Tu vois, déjà, ça permettrait aux gens de ne pas avoir envie de Aurélien, partir. en fait, le problème, c'est que c'est pas tellement les pays d'où viennent les migrants qui sont aidés, c'est les pays qui oppriment ces migrants qui Oui, reçoivent ces fonds. voilà, c'est ça. C'est, Là, en l'occurrence, gros, il venait du Cameroun. C'est pas le Cameroun qui a reçu 200 millions d'euros, c'est la Tunisie. ouais, mais c'est ce que je sous-entendais, Damon. C'est-à-dire que là, les 200 millions d'euros, faut qu'offre la Tunisie, vu le traitement qu'ils font avec les migrants, et qu'on le donne directement au Cameroun, quoi. Parce que Et le là, je vous Cameroun en montrais un ferait des article choses avec nous. qui vous explique aussi en Algérie que c'est compliqué. Alors, il y a moins de traversées du désert, mais il y a quand même un no man's land de 15 km à franchir pour eux. 11 000 personnes qui ont été expulsées de l'Algérie vers le Niger. Et le souci, ça je vous le mettrai en bonus, vous le regarderez dans le détail si vous le voulez, mais c'est qu'en fait, ils les repoussent vers le Niger, quelle que soit leur nationalité. Et du coup, le Niger, déjà qui est actuellement lui-même en crise, déjà, donc les repousser vers un pays où c'est un peu la guerre civile, du coup, enfin la guerre civile, non, en tout cas, il y a eu un coup d'état militaire, je sais pas ce qu'il en est après au quotidien pour les gens, mais du coup ils aident que leurs ressortissants et les gens qui viennent d'autres pays, ils demandent pas la nationalité des gens, ils disent oh c'est un noir, on va aller au Niger. Et d'ailleurs il y a même une histoire aussi, c'était une influenceuse algérienne mais qui venait du sud et qui était prise, du coup qui avait la peau plus foncée, qui était prise pour une migrante et qui a failli se retrouver dans ce truc là aussi. Alors que elle est née là-bas, que c'est une influenceuse qui est sur les réseaux, qui a une commu, etc. Mais non, en fait, voilà, déjà la couleur de peau te rend suspecte, même si t'es du sud du pays et que t'as toujours été là. Je te rends la parole, Aurélien, si t'avais pas fini. Non, mais voilà, quoi. Moi, je trouve que si déjà on arrêtait le néocolonialisme, ça permettrait à ces gens d'avoir une condition de vie beaucoup plus acceptable dans leur pays, quoi, qu'on arrête de faire de la prédation sur l'uranium, les matières premières et tout, qu'on les laisse vendre à prix coûtant, enfin à prix coûtant et même un peu plus cher, parce qu'ils ont besoin de faire des Bah, bénéfices. après, coûtant, Comme ça tout va le pas monde. les aider, oui. Ouais, voilà, enfin un prix que ça coûte déjà, tu vois, enfin voilà, tu m'as compris. Et enfin, il y a tellement de choses à faire, quoi, et moi, ça me détruit de voir ce genre de choses, mais bon. Comment on peut faire à titre individuel pour améliorer les choses? Je sais pas, tu vois. À titre individuel, tu peux rien faire, mais en fait, une prise de conscience collective permettrait peut-être, Voilà. avec le peu de pouvoir qu'on a, d'influer un peu sur les décideurs qui vont participer à ce genre de politique. Alors c'est très très indirect, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas de prise de conscience et que tout le monde s'en fout, ça va pas aider. Donc, moi, mon conseil, c'est ne détournez pas le regard. C'est toujours difficile de regarder ce genre de photos. Après, je suis d'accord avec Aska que bon, après, on s'habitue très vite à voir ce genre de choses. Enfin, moi, non, je m'y habitue, désolé, mais concrètement, quand je vois la photo de
de la femme et de sa petite fille, ça me brise le cœur. Quoi. Tu te dis, mais attends, surtout qu'en plus, j'ai entendu des trucs comme quoi les gardes de frontières tunisiens sont vraiment des chiens. Quoi. C'est en mode, ils ont des bouteilles d'eau, mais ils donnent l'eau au compte-gouttes. C'est-à-dire vraiment, ils donnent Bah eux, ils n'ont pas eu d'eau du lampées tout. d'eau et Ils n'ont rien eu. voilà, ouais. Mais c'est ça, c'est comment t'arrives à en être inhumain à ce point. T'as des bouteilles d'eau, t'es dans ton 4x4 climatisé, tu peux rentrer dans 2 heures chez toi et être au frais avec de l'eau courante. Pourquoi tu fais le crevard avec ta petite bouteille d'eau? Quand tu considères les gens comme une quantité et un flux, t'en arrives à faire des trucs inhumains comme ça. Franchement, moi, c'est ça. Et le capitalisme tend vers ça, hein, mais... J'ai rien contre les Tunisiens, tu vois, mais là, franchement, les gars, vous abusez, quoi. Là, les gars, vous abusez. Franchement, vous voudriez pas qu'on fasse pareil avec vous, donc ne faites pas pareil avec eux, quoi. Et on a un deuxième article, alors ça s'intègre dans la une du Libération d'aujourd'hui. Du coup, il n'y a pas de rubrique monde, c'est la une qui est la rubrique monde. Bah écoutez, pourquoi pas. Alors on va pas lire tous les articles, moi je les ai parcourus pour vous, mais du coup celui que j'ai retenu, c'est celui qui est en page 2 et 4. Migrants aux confins tunisiens, un enfer sans fin. Un article du coup à 4 mains écrit par Léa Masguin avec la participation et avec les photos du coup de Pauline Dupin. La longue route désertique qui relie l'Algérie à la Tunisie ressemble à un paysage funèbre. La mer sablonneuse n'est parsemée que de rares touffes d'herbes carbonisées par le soleil. Aucune trace de vie si ce n'est un groupe de dromadaires qui déambulent péniblement pour traverser l'asphalte brûlant. Sur cette terre hostile, un drame humanitaire se déroule depuis début juillet. Des centaines de migrants subsahariens y sont laissés à l'abandon, sans eau et sans nourriture par les forces de sécurité tunisiennes. La chaleur saharienne de près de 50 degrés donne en quelques minutes une sensation de soif extrême, affaiblit les corps et provoque des malaises. On a eu le détail dans le récit d'avant. Officiellement, elle a déjà causé la mort d'au moins 2 personnes près du poste frontalier de Azoua plutôt. Mais le nombre de décès est incontestablement beaucoup plus élevé. Déjà oui, c'est-à-dire que les corps, on va les retrouver dans le désert, quand ils les retrouvent, ils les enterrent en loose day, même la famille ne sait pas trop. Pour espérer survivre à ces conditions extrêmes, les migrants doivent marcher plusieurs jours dans le désert. À 40 km vers l'est, le panorama lunaire laisse soudain place à une immense étendue verdoyante. C'est ici, dans la palmeraie de Nefta, donc du coup, ils vont le mettre à l'est de Azoua, dans le sud-ouest de la Tunisie, que de nombreux subsahariens viennent se réfugier. Le temps de se remettre de la rude épreuve. Il y aura actuellement une centaine d'individus cachés entre les milliers de palmiers, dattiers et arbres fruitiers de l'oasis millénaire. Au fond d'une petite parcelle luxuriante, Amadou, Sekou et Moussalé, tous les noms ont été changés, tentent d'échapper aux rayons du soleil, assoupis sur un large tronc d'arbre. Ces ressortissants guinéens sont arrivés dans la Palmeraie il y a 3 semaines, après avoir été expulsés de Sfax. Du coup, Sfax, vous le voyez, c'est sur la côte est. Est. La deuxième ville de Tunisie, puis déportés. Le mot continue d'être le même, et ça me semble être le meilleur qualificatif, à la frontière algérienne. Un soir de début juillet, alors que des affrontements violents ont lieu dans la cité portuaire entre habitants et migrants, une centaine de Tunisiens se sont attaqués à notre logement avec des pierres, nous ont menacés avec des machettes et des couteaux, raconte-t-il, en ajoutant des détails, chacun à leur tour. Les 3 jeunes hommes, âgés respectivement de 23, 17 et 14 ans, sont alors conduits au commissariat par la garde nationale, où environ 500 subsahariens ont été rassemblés. Certains étaient tellement apeurés qu'ils se rendaient à la police par eux-mêmes, d'autres étaient blessés. Un Ivoirien avait une oreille coupée. Et du coup, les gens, oui, je vais pas attendre de me faire couper l'oreille, bon, autant se rendre direct. Vers 2h30 du matin, les hommes sont séparés des femmes et des enfants. On fait monter les différents... Ça rappelle des trucs ultra glauques, hein. On fait monter les groupes dans 4 minibus. Juste, je rappellerai plus tard. Direction un camp sécurisé à Sfax, leur fait-on croire. Mais on a roulé jusqu'au matin, quand on est entré dans la ville de Gafsa, à près de 200 km à l'ouest de Sfax, et qu'on apprenait sur internet que... Alors c'est peut-être pour ça qu'ils leur prennent les téléphones aussi, hein, pour qu'ils aient pas d'accès à internet. Que d'autres subsahariens étaient expulsés à la frontière libyenne, on a compris qu'on nous amenait en Algérie. Les gens commençaient à s'énerver, à frapper sur les portes. Une vingtaine de personnes ont réussi à s'échapper en prétendant qu'ils avaient besoin d'aller aux toilettes. Les autres sont lâchés en fin d'après-midi à la frontière tuniso-algérienne, chassés de part et d'autre par les gardes frontières des 2 pays. L'Algérie ou la mort, promettent les forces de l'ordre tunisiennes, alors que les Algériens menacent de tuer tous ceux qui entrent sur leur territoire.
ça n'avait pas l'air d'être très très apaisé depuis que je me souviens plus le nom du président qui a succédé à Bouteflika. Je regardais ça tout à l'heure. Ouais. Ouais, il y a eu des petites choses où il a on va peut-être un peu affaiblir la position du président au profit d'un premier ministre qui pourrait faire l'objet d'une mention de censure devant le Parlement. Mais bon, globalement, le droit après la presse, l'opposition, la gestion pendant la Covid leur a permis de... allez, on va foutre des gens en taule. C'est situation compliquée aussi en Algérie, du coup. Décidément. C'est-à-dire que là, les 3 pays de la zone, Algérie, Tunisie, Libye, c'est compliqué. Pour des raisons différentes. Après nous avoir frappés et dépouillés de notre argent et nos téléphones, vous avez vu, le processus revient, ils nous ont forcés à danser. On devait crier « Vive l'Algérie », se rappelle douloureusement Amadou, en essuyant quelques gouttes de sueur sur son front. Mais quel niveau de fils de programmerie, là! Ça suffit pas de te déporter dans le désert, en plus ils te font danser, ces connards. Comment on peut en arriver là? Là, c'est même pas des consignes qu'on leur donne. Là, c'est du bonus, ça leur fait plaisir, tu vois. C'est pas juste des ordres inhumains. Enfin, c'est ce que ça suggère. Un homme s'est évanoui après avoir reçu un coup de pied sur le torse. Une Nigériane et son bébé pleuraient très fort. Tout le monde était effrayé. Selon les organisateurs de défense des suite page 4 des droits humains, au moins 1200 Africains noirs ont été expulsés ou transférés de force par l'armée et la garde nationale tunisienne, sans aucun respect des procédures légales vers les frontières libyennes et algériennes, début juillet. Désemparé par la situation, le petit groupe décide, malgré le danger, de faire demi-tour vers la Tunisie. Mais la route qui mène à Nefta est longue et meurtrière. Les 3 hommes assurent avoir croisé le cadavre d'un Gambien, mort à cause de la chaleur. Ils le connaissaient déjà un petit peu, du coup, j'imagine. Selon leur entourage, au moins 3 autres personnes auraient perdu la vie. Une Ivoirienne. Merci Iconoc pour le follow. Tiens, ça je vous racontais tout à l'heure, voilà. Une Ivoirienne qui n'avait plus de nouvelles de son enfant a appelé sur son téléphone. Un arabe lui a répondu « On a déjà tué ton fils ». Dans la palmeraie de Nefta, les 3 Guinéens ont improvisé un petit camp de fortune dans l'attente de trouver une solution pour le futur. Sékou, la silhouette longiligne qu'on voit ici, la photo est plutôt belle d'ailleurs, a fui son pays à cause des violences interethniques. Et encore une fois, des situations qui fuient qui sont compliquées. Évidemment, pour risquer ta vie à ce point-là. Ils montrent un petit puits en béton, rempli d'une eau sale et stagnante qu'ils utilisent pour se laver. Les migrants sont parfois contraints de manger des dattes et des grenades qu'ils cueillent aux alentours. Sur le sol, des feuilles de palmier font office de lit. La chaleur et les moustiques nous empêchent de dormir, souffle-t-il en relevant le t-shirt de Moussa, pour montrer ses dizaines de piqûres. L'adolescent attend depuis des jours des nouvelles de son petit frère âgé de 13 ans, dont il a perdu la trace dans le désert. On ne sait plus quoi faire ni où aller, on n'est plus en sécurité au Maghreb et notre pays est dangereux. Mais si on n'a plus le choix, on rentrera en Guinée. En 3 semaines, le groupe assure avoir été reconduit à 5 reprises à la frontière avec l'Algérie. Ils font ça jusqu'à ce qu'ils meurent en fait. Selon de nombreux témoins rencontrés à Nefta, la garde nationale tunisienne embarque et expulse tous les subsahariens qu'elle croise sur son chemin, y compris les personnes en situation régulière, les étudiants, les demandeurs d'asile. Pour remédier à une telle injustice et à l'absence d'ONG près de la zone frontalière, Samir, un fonctionnaire qui préfère garder l'anonymat pour des raisons de sécurité, donc son nom a été changé aussi, passe une grande partie de ses journées à leur venir en aide. C'est notre devoir, répète-t-il sans cesse, malgré les intimidations croissantes du régime envers les activistes et journalistes qui couvrent les expulsions de ressortissants subsahariens. Chaque matin, ce grand gaillard de 36 ans, un chapeau de paille vissé sur la tête, Mugiwara, descend la palmeraie pour y apporter des vivres et des produits de première nécessité. Ce jour-là, il distribue des bouteilles d'eau et des biscuits à une dizaine de Soudanais installés depuis une semaine dans un coin arboré de l'oasis. Le groupe, parti il y a un an du sud du Darfour, et encore des situations compliquées où la guerre fait rage. Alors, voyez évidemment les sujets qu'on a fait sur le Soudan. C'est constitué sur le difficile chemin de l'exil, à travers le Tchad, la Libye et l'Algérie. C'est la misère qui rassemble, explique Samir, qui négocie aussi avec les autorités d'où sont originaires les migrants pour obtenir des laissez-passer consulaires pour celles et ceux qui souhaitent rentrer dans leur pays. Bah oui, parce que ça se fait pas automatiquement. Et... Mohamed, un jeune homme maigrelet au visage grave, mime un pistolet lorsqu'il évoque son passage dans l'enfer libyen, où les migrants sont victimes de tortures, meurtres, viols ou persécutions par les milices armées. Et je veux dire, alors, des sources qui parlent de marché aux esclaves, donc où seraient vendus des migrants.
La Palmeraie est également une zone de transit pour les subsahariens qui souhaitent rejoindre Sfax, principal point de départ cette année des candidats à l'émigration vers l'Europe. 4 amis burkinabés, âgés de 19 à 21 ans, viennent d'arriver à Nefta, depuis l'Algérie, après avoir passé 3 jours sans manger. L'amour de la frite, l'amour de la patate. Merci pour le follow Oxymore 9. Les seules choses qui leur restent sont un sac à dos, des vêtements déchirés et un téléphone déchargé. Abrités sous un arbre, ils expliquent qu'un frère va les conduire à Sfax dès le lendemain. On apprendra plus tard qu'ils ont été expulsés à la frontière algérienne. Allez, retour à la case départ. Alors que la Tunisie fait face à la flambée du racisme, la ville de Nefta semble faire exception. Sur le bord de la route, des enfants d'à peine 10 ans s'arrêtent à scooter pour donner des baguettes à 2 Gambiens qui reviennent du centre-ville avec des boîtes de conserve et des bouteilles d'eau. Dans un café populaire, où une dizaine d'hommes fument des cigarettes en regardant un match de foot, à la télévision, le gérant assure que les subsahariens peuvent consommer sans payer. Nous sommes solidaires avec eux même si on nous interdit de les employer, de les héberger ou de les prendre dans nos voitures. C'est interdit même de les prendre en stop, c'est fou. Merci Petit Pois Vert pour le follow. Promet un homme assis devant le commerce. Devant le café donc. Qui dénonce la montée de la xénophobie à Sfax. Certaines de ces personnes sont ici car elles ont été chassées par la guerre. Notre prophète nous a demandé de les aider. Depuis qu'elle a effectué une mission dans l'un des nombreux camps mis en place à la hâte par les autorités tunisiennes pour enfermer les subsahariens, Marwa, prénom changé là encore, a elle aussi décidé de s'engager dans la Palmeraie. Cette médecin a travaillé plusieurs années à Zarzis pour constater les décès de migrants morts en mer. Elle décrit notamment des conditions de détention très difficiles dans un établissement scolaire qui accueille une 50aine de personnes expulsées de Sfax, dont 6 femmes et 2 enfants. Beaucoup avaient été battus, leurs membres ont été broyés par les matraques, visiblement par les Libyens. On m'a rapporté que les Algériens abattaient les gens sans pitié, qu'une femme avait été retrouvée éventrée par un berger. Des cadavres sont retrouvés chaque jour près de la frontière algérienne. L'Algérie ou la mort, mais l'Algérie, ça peut être la mort. La mort ou la mort? Tu choisis. Questionnaire à choix unique. À ses côtés, son mari s'emporte. Quel est le but de ces massacres? Et puis, pourquoi déchirer leur passeport? Pour les priver de leur identité? Le sexagénaire au crâne dégarni revient de la Palmeraie où il a rencontré 6 Gambiens qui viennent tout juste de passer la frontière avec l'Algérie. Ils y ont été spoliés de tous leurs biens. C'était trop dur, lâche le plus costaud, comme si c'était la première fois qu'il s'autorisait à craquer. Il éclate en sanglots, le visage entre les mains. Les larmes qui s'écrasent sur le sable brûlant semblent aussi lourdes que l'exil. C'est peut-être ce qui fait aussi que l'IB est intéressant, c'est aussi la façon de raconter les récits. Un petit peu plus écrite, peut-être parfois un peu plus de l'ordre du témoignage que du vrai reportage, mais... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a du monde au standard pour réagir à ça? Je vérifie. Et je ne crois pas. Askia Aurélien, est-ce que vous avez un mot de conclusion? Ouais, Tunisie. Mais j'aimerais bien avoir quelqu'un qui parle arabe parce que j'avais vu passer une vidéo d'une députée du Parlement tunisien qui apparemment se revendiquait d'Hitler sur Twitter. Sauf que n'étant pas arabophone, j'ai pas pu confirmer l'information. Mais j'ai envie de dire. Elle doit bien aimer la politique de déportation actuelle du coup. Bah ouais, je pense que c'est ça, c'était une nana du Parlement de Kais Saied, je sais pas si c'était son parti ou pas, mais ouais, ça se détend. Après, la négrophobie là-bas, c'est un truc de fou, quoi, donc ouais, c'est chaud. Après, il y a toujours l'idée de vouloir cacher, parce que le désert n'est pas réputé comme étant un endroit très accueillant. Très accueillant, avec une bonne couverture en termes de médias, etc., donc... Ouais, rien de plus que tout à l'heure. C'est un petit peu l'angle mort aujourd'hui, du coup, c'est on se dit on est plus informé parce que tout le monde a un téléphone, peut filmer un accès à internet, mais on confisque les téléphones, on te fout dans le désert. Et là, du coup, à part les fois où t'as un récit, une photo, mais ça reste un gros angle mort. Hein. Comment, d'ailleurs, ça me fait penser à ce que disait Raz d'une certaine manière dans sa vidéo avec à gauche, c'est comment collectivement on peut trouver une parade, mais une parade généralement au fait que le capitalisme s'adapte vite, très vite, et que nous, en tant que citoyens, bah, on suit la traîne, quoi, et j'ai l'impression qu'on est toujours un pas en arrière, quoi. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une conscience collective qui pourrait potentiellement s'éveiller, sauf que derrière, si on a affaire qu'à des gens qui crèvent dans les déserts ou qui sont dans des bateaux prisons, comment on va faire à nouveau pour se mettre à la page sur ces nouveaux trucs, tu vois?
Et j'ai pas. La question est posée.